Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette belle soirée. Il est 20h03, nous sommes le 15 septembre 2021. Et avant de passer la parole à Viram, comme d'habitude, je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris responsabilité liée à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquels on est déjà soumis. Voilà pour ce soir. Je passe la parole à notre ami Aviram. Merci, Joël. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Vous voyez ma présentation et entendez ma voix. Tout à fait. Pour moi, c'est bon. Cool. Donc, aujourd'hui, on est dans la multiplication du Knowledge Seeker Workshop numéro 397 du jeudi passé. Et j'ai ajouté une multiplication que Hélène Laporte a fait sur la Terre. C'est un article ou un petit livret que Grégory Grabovoy a écrit à partir d'un séminaire qu'il a tenu en 2003. C'est très complexe, mais c'est hyper intéressant et ça va nous aider beaucoup dans notre cheminement vers notre âme et vers le Créateur. Aussi et surtout dans le sens de Monsieur Cachet-Grégory. Donc, selon le topic de Monsieur Cash jeudi passé, on a choisi un titre un peu provoquant. Personne ne va nulle part avec le plasma travel. Quand on lit ça comme ça, on pense tout de suite, ah non, il donne toutes ces multiplications, Monsieur Cash et ses enseignements pour un truc qui finalement marche pas. Oh, non, vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, on commence avec les bonnes nouvelles. Monsieur Kesh a annoncé jeudi passé 2 nouveaux protocoles et produits qui vont être vendus sur le shop de la Fondation Kesh. Vous voyez sur le slide le logo du magasin online de la Fondation. Et cette image-là contient aussi le lien que vous pouvez cliquer pour vous rendre. Premier, c'est une coupe pour traiter les champignons de pieds et de mains. C'est des champignons qui sont très difficiles à traiter, voire pas traitables par la médecine conventionnelle. Ils vont juste donner des médicaments qui allègent les symptômes, mais qui peuvent pas enlever ça. Pourtant, le nouveau produit de la Fondation Kirsch vont exactement faire ça. Le deuxième traitement, les deux
le deuxième traitement, c'est un nouveau traitement pour l'arthrite ou l'arthrose dont souffrent beaucoup de personnes. Et c'est aussi un domaine de laquelle la médecine conventionnelle s'occupe depuis longtemps sans trouver vraiment comment gérer ça parce que peut-être ils comprennent pas tout à fait comment ça fonctionne. Euh, Surtout l'arthrite arthrose, vous le savez bien, c'est beaucoup lié à notre esprit, c'est-à-dire notre psychologie et les traumatismes de notre vie qui engendrent des croyances euh, non constructives qui peuvent finalement amener à l'arthrite et aussi à de cette maladie, infection de champignons pour les orteils et les mains. Ils ont déjà fait des essais à l'intérieur de la Fondation Koch avec un très bon succès. La Fondation voudrait proposer les produits avec comme à moindre prix, avec une demande attachée que tout le monde qui l'achète écrit un témoignage pour que la Fondation Koch puisse ramasser des données pour valider sur le marché et sur la science de la médecine l'efficacité de ces produits à venir. Voilà. Donc, en fait, c'est un appel à une participation aux essais cliniques qui vont pas se faire dans les cliniques, mais à la maison. Ensuite, Monsieur Koch a continué à nous préparer pour le 6 juin. Le 6 juin, vous savez, c'est la date où la Fondation Koch, en collaboration avec les instituts spatiaux d'Iran et de Chine jusqu'à maintenant, vont lancer un voyage aller-retour à la Lune pour des gens comme nous qui n'ont pas une formation comme astronaute, etc. Ce voyage ne va pas se faire avec un vaisseau spatial type OVNI, mais ce voyage va se faire par les forces et les capacités de notre âme. Et pour cette raison-là, Monsieur Koch nous enseigne de plus en plus profondément sur qu'est-ce que ça veut dire le voyage par l'âme. Donc, vu que ce voyage va se faire sur la Lune, la Lune est le corps céleste le plus proche à nous et il y a beaucoup de poésie, beaucoup de chansons, beaucoup de musique. Cette corps céleste n'est pas juste un morceau de matière qui est une forme sphérique et qui tourne autour de la Terre et qui n'est pas vivant. Ça ne semble pas être ça parce que nous sentons beaucoup d'influence, d'interaction entre la Lune et notre Terre. Et par cette raison-là, Monsieur Koch parle l'interaction la plus évidente de la Lune envers la Terre, c'est la formation d'un phénomène naturel qui s'appelle les marées. C'est le monter et descendre de niveau de la mer cycliquement en liaison avec la position de la Lune. Vous avez sous l'image photographique avec les phases de la Lune, vous avez un schéma qui montre la Terre en gris clair et les océans en bleu. Et vous voyez quand la Lune est vue par-dessus ce schéma-là,
Ça veut dire que dans la ligne directe de la Lune vers la Terre, on observe les marées hautes et perpendiculairement à ceux-ci, on observe les marées basses. Donc, c'est comme un cycle qui suit la Lune autour de la Terre. Et si on veut traduire cette interaction ou ce phénomène dans les termes de la Fondation Kirsch, on est rappelé au battement de cœur. Donc, on pourrait dire le phénomène des marées nous prouve qu'il y a un lien étroit entre le battement de cœur des océans de la Terre avec le battement du cœur de la Lune. Donc, on a ainsi un phénomène où les battements de cœur sont déjà syntonisés. Et les eaux de la Terre, on peut dire, si on veut être un peu plus poétique, ils dansent avec la Lune. Parce qu'une marée haute, c'est comme la mer va vers la Lune et dans la marée basse, la mer se détend pour faire plus épouser la forme de la Terre. D'ailleurs, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est très intéressant que de toute évidence, le phénomène des marées ne s'applique pas seulement aux mers, c'est-à-dire aux océans, mais aussi dans les grands lacs d'eau douce et aussi dans les plus petits lacs. Mais parce que ces surfaces d'eau ont un beaucoup plus petit volume et surface, les marées ne sont pas si visibles qu'avec les océans. Donc, au Canada, par exemple, on a la région des Grands Lacs. Ces Grands Lacs, ils ont aussi une marée qui monte et descend quelques centimètres, donc on ne voit pas l'effet avec l'œil nu. Ensuite, peut-être vous le savez, mais ce qu'on appelle la croûte terrestre, qui est formée par les plaques terrestres, c'est-à-dire les continents, ils ne sont pas fixes. Vous vous rappelez de l'école que le noyau de la Terre est liquide, ce qu'on appelle magma, et on a trouvé qu'entre cette sphère liquide à l'intérieur de la Terre et la croûte terrestre, il y a comme une zone qui est plus spongieuse, c'est-à-dire elle n'est pas tout à fait liquide, ni est-elle solide. Et ça, justement, permet au continent de bouger avec une certaine liberté et aisance. Donc, ces plaques terrestres, vu qu'ils flottent aussi, c'est-à-dire nous vivons tous sur des îles. Et le mouvement de ces plaques-là est aussi influencé par la force de la Lune. Il faut dans ce contexte probablement se rappeler que la raison de la marée n'est pas l'attirance gravitationnelle de la Lune aux eaux. C'est plutôt l'interaction plasmique de la Lune avec la Terre qui produit un effet gravitationnel qui a pour effet l'apparition des marées. Donc, pour être très clair, parce que la raison de tous les phénomènes naturels, c'est ça ce qu'on apprend dans la science du plasma, est presque jamais sur le plan matériel, mais sur le plan fondamental et transition sur lequel se trouve la forme plasmique ou plasmatique de tous les éléments des univers. Ensuite, il y a aussi des effets de marée. Il y a des marées atmosphériques parce que l'atmosphère de la Terre, c'est comme un océan gazeux
qui entoure toute la Terre et qui a une certaine inertie, c'est-à-dire lui aussi, il va réagir à l'attirance gravitationnelle ou à l'interaction plasmique de la Lune et en suivant le cycle de la Lune. Et on a aussi sur le plan vivant, et là je me rappelle, ou je rappelle Aviram surtout, que la distinction entre éléments vivants et non vivants n'a pas de sens aujourd'hui. Elle avait un sens dans les sciences conventionnelles, surtout newtoniennes, parce que lui, de ces sciences-là, on dirait comme une roche, un minéral n'est pas vivant, mais seulement des plantes, animaux et les humains. Et là, c'est très difficile à maintenir aujourd'hui parce que tous les éléments de l'univers sont en interaction avec tous les autres éléments de l'univers et ça, et avec la créature et avec nous. Donc, ça donne beaucoup de liens, ça donne beaucoup de mobilité et ça donne beaucoup de vivacité aussi. Donc, on va dire sur le plan des les règnes des plantes et des animaux dont nous faisons aussi partie. Il y a aussi beaucoup d'interactions ou influences des marées sur notre vie. Il y a par exemple dans les zones, pour ceux qui vivent au bord de la mer ou proches, ils savent peut-être qu'il y a dans cette zone de marée où des fois c'est submergé par les eaux salées, des fois non. Il se développe des biosphères typiques pour cette région-là qui ne sont pas trouvables, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc, les marées ont incité aussi la formation de biotopes spéciaux et particuliers. Deuxièmement, il y a les biorhythmes dans la nature, la fécondisation des œufs, l'ovulation, l'éclorement des œufs qui sont pendus dans la terre par les tortues, par exemple, ou des poissons. Le temps quand les petits nouveaux animaux vont éclore de leur coquille, c'est aussi influencé par la Lune. Et nous savons aussi pour les plantes, ceux qui font l'agriculture, il y a des plantes, on sème par exemple les plantes en accordance avec le rythme lunaire, c'est-à-dire les semences qui poussent très vite, qui poussent très vite, on peut les planter après les avoir traitées avec l'eau de Gans, bien sûr. On peut les planter comme dans la phase de la lune croissante, c'est-à-dire après la nouvelle lune, tandis que les plantes qui prennent comme 3-4 semaines pour germer, eux, on va les démarrer avant la nouvelle lune pour que pendant la lune croissante, ils sont déjà prêts à germer. Et dans les humains et dans les animaux mammifères, on connaît aussi l'influence de la Lune sur le cycle de menstruation. Donc, on a la pleine Lune au moment de l'ovulation et la nouvelle Lune dans la nouvelle Lune engendre ou est parallèle à au moment de menstruation, c'est-à-dire le moment où les muqueuses de l'utérus seront échangées. Là, on se pose deux questions. J'ai juste mis un question mark, mais il y a deux. Un, quelqu'un de vous a pensé ça juste maintenant parce que je viens de le recevoir. Qui nous dit que la Lune est
la cause de la menstruation, des cycles de vie, des biorhythmes sur la Terre et des marées, qui nous dit pas, est-ce que c'est pas possible que la marée est sinon une conséquence de l'interaction entre les océans, les formes de vie sur la Terre avec la Lune, ou d'autres interactions sur le plan terrestre, mais inclus dans cette fenêtre entre la Lune et la Terre. Donc, sur le plan plasmique, surtout avec les enseignements de Grigory Grabovoy, on n'est plus fixé à juste penser monodirectionnel. On a souvent remarqué qu'on peut dire l'inverse avec le même taux de vérité. Donc, on pourrait dire, pour être sur un terrain sécurisé et sécurisant, on peut dire c'est l'interaction des océans, des êtres vivants avec la Lune dans l'atmosphère terrestre qui engendre les marées et influence les biorhythmes et peut-être même créer les biorhythmes. Et ça peut aussi dire que les biorhythmes, eux, ont aussi une influence sur la Lune parce que la Lune est aussi vivante que la Terre. Deuxième question. La menstruation, est-ce que c'est à la norme? J'ai des grands doutes. Je ne suis pas une femme, mais j'observe les copines que j'avais à l'époque et la femme avec laquelle je suis qui est ménopausée. Alors donc, il n'y a plus de menstruation. Le cycle est terminé. Avant, j'ai rarement rencontré une femme qui ne souffre pas de cycle de menstruation. Là inclus, c'est le PMS, le syndrome prémenstruel, mais aussi d'autres symptômes que la menstruation elle-même, elle peut être très douloureuse, elle peut avoir des effets très néfastes ou gênants sur la psychologie, etc., etc., sur le niveau de l'énergie aussi. Donc, et là, ça c'est déjà quand il y a douleur impliquée ou labour ou des choses comme ça, c'est très très clair pour moi que c'est pas à la norme. Parce que tout ce qui est à la norme, par définition, est parfait et heureux pour tout le monde. Donc, une femme qui souffre d'un cycle menstruel ou monstrueux, ne peut pas être à la norme. Deuxième, si on regarde ça un peu avec un peu plus de distance, le corps féminin va à travers des cycles de ovuler, de produire un œuf qui ne va pas se faire fertiliser et pour après flasher l'œuf avec les muqueuses dont il aurait pu être implanté pour croître, pour flasher tout ça. Et chaque 4 semaines, de nouveau. Ça n'a pas vraiment un sens. Ça serait beaucoup plus à la norme, je dirais, si une ovulation a seulement lieu lorsque la femme avec l'homme, alors les deux futurs parents, ont décidé très clairement et se sont préparés pour engendrer une nouvelle vie qui commence par l'âme et non par la forme physique. Donc, à ce moment-là, on peut tout à fait probablement balayer tout ce cycle menstruel et aussi l'ovulation et la production des spermes et tout ça. À part, peut-être nous avons besoin les hormones qui se produisent au même temps, je ne sais pas. Mais ça n'a pas besoin de prendre une forme comme aujourd'hui où les femmes en souffrent. Donc, vous pouvez
si vous connaissez des technologies. Si vous avez fait, par exemple, les 31 jours, vous avez beaucoup de techniques variées dont vous avez probablement trouvé une qui vous est plus, avec laquelle vous êtes plus à l'aise, que vous pouvez utiliser si vous êtes assujetti au cycle de menstruation. Vous pouvez normaliser votre cycle de menstruation selon ce qui sera parfait pour vous. Et là, évidemment, ça prend avant de penser d'investir un peu de temps tout seul ou avec le futur papa si jamais, pour penser au phénomène, pour rechercher et trouver, ça serait quoi pour nous exactement la, la, une, un, comme cette partie de notre vie soit à la norme. Ce que je vous ai dit qu'on n'a pas besoin, c'est juste une proposition d'Aviram qui est juste à titre d'un exemple. Probablement, si vous y pensez, vous allez trouver votre exemple qui vous convient le plus. Ensuite, on peut déduire de la Lune parce que dans les marées, la marée affecte les océans, les lacs et tout ce qui est fluide. Et là, on se rappelle tout de suite, notre corps est entre 90 et 68% eau. Donc, nous avons, et en plus, c'est de l'eau salée comme les océans. Donc, nous avons dans notre corps, pendant que le corps est en vie, beaucoup d'eau. Et il y a une observation, si notre taux d'eau dans le corps descend en bas de 65%, la vie nous quitte. C'est-à-dire la vie sur le niveau physique est très liée à un taux précis ou minimal de l'eau salée. Donc, ça veut dire notre flux sanguin et notre système, comment on appelle ça déjà? Rien, le sang et la lymphe, voilà. Le système sanguin et le système de lymphe sont majoritairement composés de l'eau, donc sont aussi sous l'influence de la Lune. Et comme on a vu avec tous les autres exemples avant, tous les liquides sont naturellement syntonisés par le battement de cœur avec le battement de cœur de la Lune. Et ça peut nous donner une piste hyper intéressante parce que on se rappelle, Monsieur Kirsch a expliqué beaucoup de fois que le système sanguin, surtout dans le cerveau, crée soi-disant la cage qui emprisonne ou qui garde l'âme dans une position où elle ne peut pas se expanser au-delà de la limite du libre arbitre et ainsi diriger notre vie et notre interaction entre notre âme et l'âme du Créateur avec le monde 3D. Donc ça pourrait être que juste comme la plupart des technologies évolutionnaires de Grigory Grabovoy sont très, très simples. Il s'agit comme l'accès à l'âme, on l'a parce qu'on y pose l'intention. Maintenant, je voudrais me connecter à mon âme. Se connecter à la conscience de la même façon. Se connecter avec un arbre, avec un phénomène ou un élément de la nature extérieure, ça fonctionne toujours avec une direction qu'on dirige notre intention.
attention. Et là, vous vous rappelez de la dernière fois, on a regardé l'attention, la direction de notre attention plus en détail pour dire que c'est pas un processus juste comme je regarde dans cette direction avec mes yeux ou avec mon imaginaire. Ça se passe plutôt sur le plan émotionnel, c'est-à-dire je ressens, je cherche les ressentis liés à la direction de mon attention et je recherche aussi le ressenti de mon contentement et tout ça quand ça fonctionne. Donc, dans le contexte avec le rapprochement de notre âme et notre préparation au 6 juin l'année prochaine, on peut déjà dire que notre système sanguin est déjà syntonisé sur la Lune. On pourrait prendre ça comme une ouverture dans le sens, on pourrait se faire une méditation guidée nous-mêmes. On se met dans un état approprié du contrôle de la réalité, la détente active. Ensuite, on met notre attention sur la Lune et au même temps sur notre flux sanguin, le sang qui circule dans tout notre corps dans une seule impulsion. Et on le fait avec une intention qu'on voudrait que le sang ou la circulation du sang prend un état qui permet à l'âme de prendre plus de ampleur pour dépasser finalement les bornes physiques, les limites, nos limites physiques et nos limites de libre arbitre pour diriger notre vie. Et peut-être comme ça, on pourrait faire déjà une expérience qu'on ferait dans une unité universelle d'amélioration voyage ou avec le PRK1U. Et ça, sans aucune aide de machine, quoi que ce soit, juste notre conscience avec notre âme. Le deuxième chapitre de Monsieur Kesh de jeudi passé portait sur la relativité de la vitesse. On a déjà traité ce thème-là quand on a parlé du temps. La vitesse, c'est par définition lié au temps et également à l'espace dans le sens que le plus grand la vitesse, le plus vite on peut parcourir un espace donné. Mais maintenant, on parle plus vraiment du plan matériel. Cette remarque avant s'applique au plan matériel, mais on parle du plan magnétique gravitationnel ou MAGRAF. Là, l'enseignement était que la vitesse dépend de la force du champ. Vous vous rappelez, je vous ai mis le schéma qu'on peut facilement visualiser un plasma dans sa forme statique, comme une arme par exemple, comme une spirale en 3D. Sur cette spirale-là, il y a comme un mouvement, une forme qui est centipédale, c'est-à-dire elle va, que si on la suit, on va arriver de plus en plus proche du centre. Et de cette manière-là, au centre se trouve l'âme. Alors, la plus grande force MAGRAF, la plus grande force magnétique gravitationnelle, la plus grande force plasmique et aussi la plus grande force de lumière informationnelle. Tandis qu'à la périphérie, on trouve des forces beaucoup, beaucoup plus faibles. Quand on a appris la dernière fois que quand l'âme veut voyager dans l'espace, c'est-à-dire nous allons voyager par le biais de notre âme,
l'âme va se mettre ou doit se mettre dans une forme cylindrique. Et on a trouvé que une sphère n'a pas de direction en soi, mais un cylindre, bien sûr. Et ça concorde l'image, par exemple, de la couverture du deuxième livre de M. Koch sur l'origine de la lumière. Donc, dans ce cylindre que je vous ai mis à côté, on fait les mêmes observations. La périphérie contient les états d'énergie plus faibles, pendant que le centre est beaucoup plus chargé sur le plan énergétique. Et ça veut dire, pour choisir notre façon de voyager, il faut accéder différentes, si on veut, niveaux de force de champ, de force de champ maghraphe. Alors, sur le plan, et ça veut dire aussi que les forces plasmiques s'appliquent aussi sur le plan matériel ou physique, bien que les mouvements peuvent être entièrement matériels et pas plasmiques d'apparence. Mais si on regarde un peu plus de proche, si je m'en vais en voiture d'un point A à B, je dois être présent à ce que je veux faire pendant que je roule ma voiture. Autrement, je pourrais quitter la route ou je me perds dans le paysage. Et les pensées sont clairement plasmiques. Donc, le monde du plasma, le niveau de transition est toujours présent. Mais tous les voyages sur le plan physique, ils utilisent un niveau énergétique qui est beaucoup plus à la périphérie qu'au centre. Si après, on aimerait voyager comme le 6 juin vers la Lune et retour, donc on reste dans notre système solaire. Notre système solaire se trouve un peu plus proche vers le centre, un peu plus loin de la périphérie. Ensuite, le voyage galactique, c'est encore plus vers le centre, universel encore plus vers le centre, jusqu'à on se trouve tout à fait au centre. Et ça, c'est la force plasmique, la densité de lumière informationnelle et la vitesse maximale du créateur, qui est la vitesse de la recréation du monde, qui est 10 exposant moins 17 fois par seconde. Quand on regarde, quand on a appris la dernière fois que afin de pouvoir voyager, l'âme doit comme changer de forme. On est clair qu'il s'agit maintenant des métaphores. Parce que sur le plan fondamental où se trouve l'âme, même sur le plan de transition, il n'y a pas de forme. Parce qu'il n'y a pas de matière et la forme est intimement et exclusivement liée au plan matériel. Donc, on pourrait peut-être plus parler de structure ou de quelque chose comme ça. Mais on peut utiliser les mots qu'on veut si on est clair qu'est-ce qu'on veut dire avec ça. Donc, sur ce plan, quand l'âme change de forme d'une sphère vers un cylindre, ce n'est pas une force ou une volonté extérieure à l'âme qui va la moduler. C'est l'âme qui fait ça automatiquement, spontanément et naturellement. Juste parce que le désir de se déplacer émerge dans l'âme. Et le même moment que ce désir est émergé,
lame déjà change de forme. Et là, je vous ai mis qu'est-ce qui se fait. Quand il y a comme une spirale, l'image à droite au fond, il n'y a comme pas de direction. C'est comme ce qu'on appelle un pancake, bobine en forme de crêpe. Et si on tire le centre de cette bobine plate vers le haut, c'est-à-dire perpendiculaire, la lame est sur un niveau de dimension qui est dans cet exemple 2 dimensions. Et si on rajoute une dimension, c'est-à-dire le centre de la bobine, le siège de lame, se déplace, ça veut dire ce changement de forme n'est pas vraiment un changement de forme, mais c'est un déplacement de lame. Alors, elle devient une bobine qui contient une direction. Donc, le désir de l'âme correspond à un changement de forme. Et il faut se rappeler, il n'y a pas de séparation. Ça reste toujours la même âme. Elle est sur le plan transition et fondamentale. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas toutes ces choses matérielles n'existent pas, mais on utilise quand même les mots pour dire qu'est-ce que c'est. Et je trouve le point est assez important parce que ça veut dire que l'âme fait tout seul naturellement. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Pourvu, quand même, qu'on la laisse faire, c'est-à-dire on atteint un état de humilité ou un état humble, assez humble pour permettre à l'âme d'élargir ses champs au-delà de notre mental genre libre arbitre. Et à ce moment-là, l'âme qui sait tout peut aussi tout faire parce qu'elle sait tout, elle sait comment faire. On n'a pas besoin de faire. Toute cette addiction d'Aviram à faire, c'est juste un conditionnement. Il n'y a pas de raison essentielle. Nous ne sommes pas faits. Et ça, c'est super difficile pour Aviram de comprendre parce qu'il est bélier. Explique-toi à un bélier qu'il faut rien faire dans la vie. Si tu dis ça à un poisson, ça peut aller. Parce que le poisson est comme dans les vapes peut être facilement, et il n'y a pas la spiritualité est partout et blablabla, bla, 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 ça va mieux. Mais un mec comme Aviram qui est bélier, c'est difficile de lui expliquer ça exactement. Néanmoins, Aviram est quand même à une certaine intelligence, merci, et il peut comprendre d'abord sur le plan rationnel et il va penser souvent, déjà la semaine passée, il a eu cette idée avant que je fasse quelque chose. Alors, admettons, je veux faire un drain. On a des escaliers à l'extérieur. Notre porte d'entrée du terrain est plus haut que la maison. Donc, il y a un escalier comme de 5 mètres. Et quand il pleut très fort, l'eau va suivre l'escalier et l'eau de pluie se ramasse sur notre terrasse. Avant, maintenant, on va mettre des tuiles, donc on n'aimerait pas être inondé chaque fois qu'il pleut. Donc, Aviram avait l'idée de faire comme une zone de drainage avec des graviers 3/4 nets pour que l'eau puisse s'infiltrer avant de nous envahir dans notre espace privé ou dans notre confort. Et là, il avait l'idée, avant de le faire, il fait une pratique et il va normaliser cet escalier par
et la pluie juste par sa pensée, par une normalisation, par une technologie évolutionnaire. Il était très content d'avoir eu cette idée. Il l'a pas fait. Oui, ça c'est typique. Il l'a pas fait parce qu'il a oublié, parce qu'il est tellement toujours en train de faire des choses que ça lui prend vraiment qu'il se rappelle de ne pas tout de suite faire, mais de faire une petite pratique pour peut-être régler le problème avant. Et là, il va sûrement trouver des meilleures idées sur le plan de faire en attendant que une autre fois, il va faire peut-être un train français, il veut le planter ailleurs. Il fait la pratique et il y a la pluie comme 3 heures après la pratique. Il n'a pas encore démarré le travail et il voit, waouh, l'eau s'écoule. L'écoule gentiment sans aller sur aucune tuile, rien. Possible. Donc ça, je dis ça aussi pour aider, pour nous aider. Des fois, ça fait du bien de ne pas penser qu'Aviram est plus avancé que autre personne. Il n'est pas. Aviram est moins avancé que je mentionne aucun nom. Et je crois Aviram a pas, en tout cas dans ce moment-ci, Aviram a pas un grand problème avec son ego de se faire un peu normaliser de cette manière-là. Donc, pour la suite. Ensuite, Monsieur Kesh a continué à parler de la vitesse et aussi qui est liée à la distance. Et là, ça fait évidemment pas vraiment une différence si on choisit comme but de notre voyage un endroit physique sur la Terre, admettons, Aviram, la maison de sa mouti maman, ou la maison de Jean-Sébastien ou la maison de Joël ou de Catherine, whatever, ou la Lune, ou une étoile qui est 13 000 en lumière loin de nous. Parce que toutes ces choses sont repérées sur le plan matériel. Donc, pour y arriver, on a juste à reproduire le champ graphe de la destination. Ça, on a déjà appris, on sait ça, surtout rationnellement. Émotionnellement ou véritablement, ça prend de se syntoniser avec le battement du cœur du cible, c'est-à-dire il faut se connecter au cible sur le plan affectif, très important, sinon affectif marche pas. Et quand on fait ça, donc c'est pas comme une coordonnée, c'est pas comme latitude, longitude, 3D dans les univers. C'est pas comme ça. C'est parce que on parle du voyage par l'âme, donc c'est des coordonnées. On peut dire graphe, mais pratiquement pour nous, ça veut dire affectif. Parce que nous, on traduit dans notre système de vie, dans notre corps, âme du corps physique et âme tout court et conscience, nous, on traduit les coordonnées graves ou plasmiques ou lumière informationnelle en émotion, en sentiment. Et à ce moment-là,
on a le point où notre vaisseau, entre guillemets, qui est l'âme, va se diriger pour atteindre ce point existant. Mais qu'est-ce qui arrive avec un point qui n'existe pas? L'exemple de M. Kesh, c'est le restaurant à la fin de l'univers. C'est un livre de Carl Douglas, science-fiction qui est drôle et joli. C'est joli de lire ça. Et alors, M. Kesh, l'exemple de M. Kesh était, il y a deux amis. Et les deux amis disent, OK, on va se rencontrer pour changer un peu nos habitudes. On va se rencontrer dans un restaurant à la fin de notre univers, un restaurant qui nous plaît à nous deux. Et on ne donne pas plus de consignes. On imagine notre univers est sphérique, aplati peut-être, comme un ellipsoïde. On n'a pas déterminé dans quel point de la coquille de l'univers, soi-disant, on voudrait que se trouve le restaurant. Deuxièmement, on ne sait même pas si c'est un restaurant chinois, mexicain, français ou québécois. Et on ne sait pas quel type de restaurant. Est-ce que c'est plus fast-food? Est-ce que c'est plus chic? Est-ce que c'est la cuisine bourgeoise? Je ne sais pas comment ça s'appelle là. Alors, c'est quoi comme? Hein? Tout est ouvert. C'est juste le seul point de repère, c'est le restaurant devrait plaire également aux deux amis, également. Et là, si on veut analyser ça sur le plan des énergies magraphes, on va dire que pour reproduire le champ magraphe, les coordonnées d'un endroit existant, on a juste à reproduire les champs de la cible et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, si c'est dans la galaxie, on va juste, comme on a dit avant, pénétrer dans le plasma jusqu'au niveau galactique. On n'a même pas besoin d'aller atteindre le niveau universel. Mais si c'est un endroit imaginaire, les chances sont très fortes qu'il ne faut pas seulement produire la vitesse d'y arriver qui doit être très élevée. Deuxièmement, donc ça prend au moins le niveau universel. Deuxièmement, probablement ce restaurant n'existe pas encore, donc il faut le créer, c'est-à-dire il faut créer l'environnement sur le niveau plasmique qui peut condenser dans une forme matérielle qui correspond à des champs magnétiques gravitationnels dans l'imaginaire d'un ami et de l'autre ami. Donc là, on a devant une tâche comme le créateur. On ne fait pas juste recréer le corps à la destination, mais on recrée la destination au complet, tout compris. C'est-à-dire, on recrée un autre environnement dans la galaxie. Et ça prend une force de champ qui correspond au centre du plasma, c'est-à-dire le domaine de l'âme ou le domaine du créateur. Et là, je vous ai fait comme un tableau d'orientation, comment, quel niveau d'énergie choisir pour quel type de voyage. On a une colonne force de champ magraphe, c'est-à-dire de faible jusqu'au haut, c'est-à-dire de la périphérie au centre. Ensuite, on a la corrélation des technologies de déplacement. Le plus faible au plus faible
correspond le déplacement physique. On va à pied, on rampe, on prend un chariot, une voiture, un avion, whatever. Le plan moyen, on se déplace vers un lieu existant sur le plan matériel par la lumière du plasma. Ça, c'est le niveau transitionnel. Et le niveau le plus haut, on voyage avec la lumière du plasma vers un lieu imaginaire. Et là, je vous ai fait un astérisque qui dit pour notre conscience, c'est juste un rappel que pour la conscience, c'est absolument le même taux de réalité si j'imagine quelque chose ou je vois quelque chose. Donc, il n'y a pas de différence là. C'est juste pour le matérialiser, ça prend un autre niveau d'énergie. Donc, le niveau de la réalité, le premier, c'est très clair, ça roule sur le niveau de la matière. Le deuxième, le niveau transition avec un lien vers le niveau matériel parce que on repère l'endroit, le but de notre voyage avec des coordonnées physiques, comme la Lune, par exemple. On peut y aller parce qu'on voit où elle est. Et le troisième, c'est le niveau de la transition. J'ai pas mis le niveau de fondamental parce que sur le niveau fondamental, tout est complètement synchrone et il n'y a pas de distance, donc on ne peut pas parler vraiment de déplacement sur ce niveau-là. Toutes ces catégories-là correspondent également, merci Monsieur Kesh, à des niveaux de sentiments. Donc, son exemple pour un déplacement physique le plus évident à comprendre, j'ai faim, j'ai envie de manger dans un restaurant mexicain. On y va? C'est-à-dire, on prend un taxi, un bus ou on va à pied dans un restaurant qui est déterminé mexicain. Sur le plan moyen, c'est-à-dire de transition, nous avons envie de rencontrer quelqu'un qui nous aimons tant. C'est-à-dire, à ce moment-là, la motivation, le sentiment n'est pas un sentiment sur le plan physique comme la faim ou le goût de manger mexicain, mais c'est oui, la première niveau, ça serait oui, je t'aime, chérie, mais j'ai faim. Dans le deuxième cas, le oui, je t'aime, chérie, est la première place et on va voir si on a faim ou pas faim et si on va combler ça d'une façon comme ci ou comme ça. Le troisième niveau, le niveau le plus fort, c'est le niveau de l'amour inconditionnel qui a aucune connotation personnelle, c'est-à-dire même la motivation du déplacement ne vient pas de libre arbitre, mais est en provenance de notre âme, c'est-à-dire du Créateur. Le Créateur veut que nous nous déplaçons parce que notre présence est requise dans un autre endroit, dans un temps spécifique pour garantir le développement harmonieux éternel de cet endroit-là. Voilà. La conclusion. Da, 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 da. Alors, si je ramasse tout ce qu'on a dit jusque maintenant, on peut dire, nous recréons notre corps à la destination. 2. Nous recréons le nouvel environnement, c'est-à-dire nous recréons notre destination parce que nous sommes co-créateurs avec le Créateur. 3. Nous recréons également l'âme de celui que nous désirons rencontrer. Et lui, il va avoir une forme physique, si on veut ça, qui va nous plaire pendant que nous allons adopter une forme physique qui va plaire à notre ami ou à notre maman où on y va.
Et toutes ces créations se font à partir de rien sur le plan matériel. Tout se fait seulement sur le plan de l'âme, c'est-à-dire sur le plan fondamental, le plan de lumière informationnelle. Et si je ramasse tout ça encore une fois, ça m'amène à dire personne ne va nulle part. Parce que nous vivons dans un environnement ou dans un monde perceptionnel. Donc, il y a des avions, les sièges sont tout vides parce que cet avion, monsieur, madame, ne va nulle part. Je peux prendre un autre avion? Non. Tous les avions sont comme garés et se font recycler en ce moment-là parce qu'on n'a plus besoin. Et encore plus, c'est quoi le encore plus? Le encore plus vient d'une citation de M. Koch qui dit parce que vous avez vous-même créé le champ, tous ces champs-là dont on vient de parler. Vous n'avez pas besoin d'essayer de les atteindre. Vous y êtes déjà. Vous êtes déjà la cible. Quand on est la cible, il n'y a pas de voyage. Donc, on va nulle part. Mais toutes ces composants de cette technologie nous servent aussi si on veut même pas voyager. Parce que on pourrait régler le problème de la lumière dans la nuit. Si j'ai envie de lire un livre dans la nuit, j'ai pas besoin d'illuminer toute une maison pour ça. Je vais juste tweaker, comme modifier mes yeux qu'ils peuvent voir comme un chat. Et je peux lire mon livre sans problème. Et ma femme, elle peut dormir au même moment parce qu'elle n'est pas dérangée par la lumière. Deuxième, si on vit au Québec ou si on vit en France ou en Europe en hiver, c'est pas évident d'être tout nu tout le temps parce que pendant l'hiver, il fait fret. Alors, mais pour être confortable, nous n'avons pas besoin de chauffer toute une maison qui est plus ou moins isolée, c'est-à-dire on va par conséquent, effet secondaire, réchauffer le climat en même temps. Non, on a juste à chauffer comme 1 centimètre tout autour de notre corps, comme la forme de notre conscience divine qui est comme une combinaison de plongeurs. Si tout autour de notre peau, il fait 25 degrés avec un taux d'humidité parfait pour nous, on n'a aucun problème, on n'a pas besoin de vêtements. Et on n'a pas besoin de chauffer une maison. Et si nous le pouvons, les autres le peuvent aussi, c'est-à-dire si on vit toute une famille dans une maison, admettons papa, maman et 3 enfants, c'est très clair que chacun peut avoir sa température idéale. Comme je connais une femme au Québec qui aime qui est le plus confortable à 16 degrés. Son mari, c'est plus 23 degrés. Donc, ils ont un décalage de 7 degrés Celsius qui fait des fois des sujets de conversation bagarreuses. Donc, si on règle ça à travers l'âme ou par l'âme, chacun peut vivre dans sa température et humidité idéale. L'énergie qu'on dépense par nos activités physiques naît seulement
garder notre corps physique en vie. Toute cette énergie dépensée, c'est remplacée le même moment. On n'a plus besoin de manger, on n'a plus besoin de beaucoup d'organes, etc., etc. Et troisièmement, ou quatrième, cinquièmement, la visibilité, le voyagement spatial, le transport et notre apparence est aussi prise en charge par notre âme parce qu'on n'a justement pas besoin de décider, oh, je vais aujourd'hui dans un party, il y a comme 5 personnes que je connais qui me connaissent. Si je veux faire plaisir aux 5, mais je connais pas, je suis pas très, je suis pas conscient de la préférence de tout le monde. Pas besoin. On peut arriver dans le party et on va apparaître de la meilleure façon pour toutes les gens qui sont présents, même considérant qu'ils peuvent changer d'avis. Donc, on devient comme un caméléon qui change de couleur, forme, etc. continuellement. Et on a différentes formes et apparences au même temps. Et sur le niveau de l'âme, il n'y a mais aucun problème à ça. Ensuite, M. Kesh a parlé très, très brièvement et j'avais envie d'élargir ça un peu de la recherche sur les espaces lointains de notre galaxie, de notre univers, etc. Donc, vous voyez sur l'image en haut, les scientifiques qui sont entraînés de voyager avec un space shuttle genre fusée, qui vont dans une station spatiale autour de la Terre, pas trop loin, s'il vous plaît, merci, parce qu'autrement on aurait peur. Et ils vont, mais ça c'est l'exemple de Aviram, ils vont visiter une étoile et faire des recherches sur une étoile qui est 13 000 années de lumière d'ici, qui s'appelle Ogle 2014 BLG 0124L. J'ai rapetissé ça en Ogle Belgel. Ça se dit plus facilement, Ogle Belgel. On pourrait aussi le dire Ogli. Donc, cette étoile, vous avez un agrandissement parce qu'avec les télescopes conventionnels, la lumière émise est trop faible parce que c'est trop loin, qu'on ne voit pas. Si on augmente la réalité, on voit comme ce truc jaune jusqu'au rouge qui est sa signature de température. Donc, notre équipe que vous voyez en haut, il y a des Iraniens, Chinois et Russes. J'ai pas mis les Américains parce qu'ils ont trop occupé avec autre chose pour le moment. Et cette équipe de scientifiques, ils ont fait une consigne avant de partir qui est géniale. Ils ont dit, alors chacun va faire ses recherches sur cette nouvelle, sur Ogli, mais on ne va pas parler, on va être en silence pendant toute notre présence sur Ogli et dans l'orbite, c'est-à-dire chacun de nous fait sa recherche complètement autonome, sans être influencé directement par les autres. Ensuite, chacun va écrire ses rapports. On va de toute façon déjà commencer à les écrire pendant la visite et la recherche. Et seulement quand les rapports sont terminés, et on se redonne le droit de se communiquer entre nous. Donc, ils ont parti, ils ont
trouvé les coordonnées magraphes de Ogli. Ils se sont déplacés vers l'Ogli dans une orbite et chacun a commencé sa recherche et écrire son rapport. Après, le comité qui a reçu c'est tous les rapports. Ils étaient éblouis comment ils étaient différents, les rapports. Ils ont douté au point qu'ils ont douté que toutes ces 5 scientifiques ont visité la même Ogli. Parce que les rapports sont trop différents. Ensuite, toute l'équipe a passé avec le rapport par un team de psychologique avancé qui peut faire les corrélations entre ce que les passionne de rechercher et les résultats qu'ils voient et leur structure de personnalité. Et là, ils ont aussi vu que les rapports concordent absolument avec leur structure de personnalité. Et ce comité de sciences avancées se sont sentis obligés de déclarer à la fin que, en fait, en lisant tous les rapports et le rapport du team psychologie avancée, démontre plus que chacun de ces scientifiques ont plus recherché eux-mêmes que Ogli. Au point qu'on ne peut plus séparer Ogli de leurs recherches à eux-mêmes. C'est-à-dire toutes les recherches que tous les scientifiques ont jamais fait et vont faire est plutôt une forme ou une manière de se connaître plus soi-même. Know thyself. C'est intéressant. Et ça prouve juste que c'était, dans cet exemple, c'était le moment où la science conventionnelle se voyait sur le seuil de se réformer complètement par la compréhension que effectivement nous avons la preuve que nous vivons dans un univers, dans un monde perceptionnel. Donc, il n'y a rien à l'extérieur de nous qui vient vers nous, qui aurait une existence objective. Peut-être on peut la voir le moment où on est illuminé, où on peut voir les choses comme le Créateur. Avant ça, le monde est perceptionnel et nous recréons la réalité à la même vitesse que le Créateur, c'est-à-dire notre implication est aussi à cette vitesse-là. Et là, ça fait que quand on voit ça, si nous sommes créateurs, on sait déjà, le résultat dépend beaucoup quelle conscience de nous est impliquée. Notre conscience divine ou notre conscience peu structurée. Et avec la conscience structurée, nous pouvons voir comme le Créateur et nous pouvons voir la création objectivement à ce moment-là. Pour se rendre à cet endroit-là, M. Kesh nous dit, c'est pourquoi nous vous enseignons l'âme depuis mois d'août 2017. Ça fait déjà 4 ans, plus. Parce qu'il faut la connaître, l'âme. Il faut y descendre pour la voir, pour pouvoir utiliser entre guillemets.
Descendre, c'est drôle qu'il utilise le mot, c'est exactement le même mot que Grigory Grabovoy et Hélène Laporte disent, descendez dans votre âme avec chaque expiration. Vous vous rappelez? Mais vous, nous, les knowledge seekers et les autres, nous sommes devant notre voiture de l'âme et nous ne pouvons pas entrer parce qu'on a égaré, on a perdu la clé et on ne retrouve pas. Et maintenant, avec mes enseignements, dit Monsieur Kesh, je remets les clés encore une fois entre vos mains. Vous les voyez? Si vous ne les voyez encore pas, ça vous prend absolument soit la unité universelle d'amélioration qui va vous donner l'expérience des clés ou le correspondant de la Science of Eden qui s'appelle le PRK1U que vous voyez en bas. Donc, deuxième chapitre, j'ai travaillé beaucoup parce que c'est les textes de Grigory Grabovoy sont au moins aussi hermétiques des fois que les dires de M. Kesh. C'est un séminaire, c'est tiré d'un séminaire qu'il a donné le 4 novembre 2003 et Hélène Laporte l'a multiplié le 21 août 2021, donc ça fait à peu près 2-3 semaines. Je vous donne aujourd'hui la première partie. Il y a une deuxième partie la semaine prochaine si M. Kesh le permet. Donc, la Terre, j'ai donné le titre de cette capsule-là, Terra Incognita. C'est latin, ça veut dire la Terre inconnue. Ça peut aussi dire méconnu, c'est-à-dire c'est l'image qu'on a de la Terre parce qu'on ne la connaît pas, parce qu'on n'a pas assez de compréhension ou de connaissance. Tout d'abord, ce qui est évident pour nous tous, la Terre est la place où nous vivons et la place également où nous développons. Nous prenons d'habitude la Terre comme acquise pour deux raisons. Une, c'est le seul endroit dans les univers qu'on connaît. Deuxièmement, nous sommes créés par le Créateur, évidemment, mais sur le plan ou pour le plan atteindre le plan matériel, nous sommes créés par les champs de la terre et du soleil. Donc, on a une affinité très étroite avec la terre, comme avec notre maman, par exemple. Ensuite, sur le plan matériel, notre corps se développe dans l'atmosphère de la planète Terre. C'est évident pour tout le monde. Ce qui est moins évident, mais néanmoins aussi vrai, que le développement de notre âme se fait aussi sur le plan de la Terre. Pourquoi autrement on voudrait une incarnation sur le plan matériel de la Terre? On pourrait vivre sur le niveau de l'âme, dans le Créateur, et voilà. Mais ça comme le plaisir de ça est assez limité. Je peux paraphraser ça. Parce que nous incarnons sur Terre, parce que ça nous donne la possibilité de développer notre âme beaucoup aisée et beaucoup plus vite que sans incarnation. Donc, la façon comment nous voyons la Terre déjà indique notre place dans notre propre évolution. Si je vois la Terre comme on va parler comme ça, je vais suivre les trucs.
Alors, la Terre joue un rôle central parce que elle, elle est basée sur l'identité perçue par le Créateur, donc fondamentalement à la norme est vrai que la Terre et nous font un. Un indice, la forme sphéroïdale. La Terre a une forme sphéroïdale, notre tête également. Donc, indice d'identité. Le Créateur a créé la Terre pour avoir un moyen de communication avec nous sur le plan matériel. La Terre, comme nous, a une âme de la forme physique et un corps physique. Et la seule façon de communiquer ou d'interagir avec cette Terre-là, c'est justement sur le plan matériel, parce que sur tous les plans de unicité, il n'y a pas d'interaction ni de communication parce qu'il n'y a pas de séparation. Et si vous voulez, sur le plan spirituel, on pourrait dire la conscience de soi-même peut être seulement développée dans un contexte de notre forme physique, parce que tous les autres niveaux de la réalité sont non dual, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation, donc on ne peut pas développer soi. Et on n'oublie pas que le soi n'est pas seulement l'ego. Donc, le plus que nous, si le Créateur a créé la Terre pour nous parler, pourquoi il voudrait nous parler? Parce qu'il veut nous montrer le chemin, comment on développe un soi, et après, on développe ce soi-là pour regagner l'unicité. Et là, ça s'appelle un processus de maturation. À la fin de ce processus, on va être dans l'unicité, mais d'une façon beaucoup plus mature qu'avant. Donc, pendant ce processus de maturation se fait par la compréhension de la Terre, parce que le Créateur nous parle par la Terre. Donc, le plus qu'on comprend le fonctionnement et qu'est-ce que c'est la Terre, le plus proche on est du Créateur. Et si je dis ça, ça veut dire aussi le plus proche que je suis du Créateur, le plus proche je suis à mon propre âme. Et à ce moment-là, le plus que je comprends la Terre, le plus je prends soin de la Terre, le plus que je prends soin de comprendre la Terre et le plus que je prends soin de moi sur un autre niveau, sur le niveau de unicité avec la Terre et non séparation de la Terre. Et ça veut dire, le plus que je comprends la Terre, le plus que je prends soin de la Terre, le plus je me rapproche du Créateur par mon processus d'évolution et de maturation. C'est pour ça, M. Kesh parle qu'il dit telle ou telle chose seulement s'il trouve l'âme de l'humanité est capable de comprendre cette vérité à ce moment-là. Donc, l'évolution de la Terre fait aussi une évolution qui est étroitement liée à notre évolution. Et elle reflète l'état de la Terre, reflète l'état de la pensée divine sur la Terre. De quelle manière la pensée divine est déformée ou pas. Une fois nous avons tout à fait compris la Terre, nous prenons absolument soin de la Terre
et la Terre est complètement à la norme. Jusque ce moment-là, nous devons faire un grand nettoyage de notre conscience collective qui déforme les pensées divines de la Terre. Le mot dans le contexte, Grigory Grabovoy nous dit que le mot terre a la même puissance infinie que le mot amour. Ces deux mots-là peuvent, juste en forme de mots, normaliser tous les événements qu'on a besoin de normaliser. Et une astuce pour ça, c'est beaucoup plus efficace si vous prononcez la terre le plus lentement que vous pouvez, comme terre, normalisation de la terre dans votre propre langue maternelle, évidemment. Donc, quand vous utilisez le mot terre de cette façon et vous pensez au même temps à un événement à matérialiser ou à normaliser, l'efficacité de votre contrôle de réalité est beaucoup plus. Deuxième technologie qui écoule de ça, c'est quand on perçoit la Terre en nous. Nous sommes tous capables de visualiser la Terre comme une sphère à l'extérieur de nous qui flotte dans l'espace vide. On a déjà vu, on peut aller sur Internet, voir Google Images, on la voit. Après, vous transposez cette sphère-là à l'intérieur de vous. Ça peut être votre ventre, votre poitrine ou votre tête, whatever, que vous est le plus facile et que vous semble le plus approprié. Quand vous vous rappelez que la Terre est à l'intérieur de vous, vous êtes dans un état de contrôle de réalité, dit Grigory Grabovoy. Je vais parler encore une fois de ces technologies-là dans la deuxième partie que je vais fournir la prochaine occasion. Dans le contexte, c'est aussi éclairant de un peu regarder la différence entre le créateur et l'homme. Parce que ça démarque ou ça décrit le chemin que nous avons à faire. Donc, la question, pourquoi l'homme qui a tout à sa disposition continue à développer des engins de destruction? Les engins de destruction, ça peut être des armes à destruction massive, ça peut être un moteur à combustion interne, ça peut être des structures sociales qui sont établies par règlement de COVID et whatever. Pourquoi l'homme, quand il vit dans un paradis, quand toute la terre est juste là pour lui, pourquoi il a encore, ou comment il a encore du temps même de penser à des engins destructeurs? Parce qu'il ne comprend pas. Ça, c'est ce que M. Kirsch nous met sur le sandwich presque toutes les semaines. Parce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas intégré les connaissances au point que vous comprenez. Alors, manque de compréhension et il y a une dissonance entre le créateur et l'homme parce que la façon de penser du créateur et la façon de penser de l'homme sont opposées. Et ça se reflète dans notre conscience. Donc, notre conscience peut structurer la façon majoritaire de l'homme de penser, c'est la pensée en dualité, linéaire et logique, comme s'il n'y a rien d'autre. Tandis que le créateur pense
seulement en unicité, analogue et simultanée. Tout ça découle de dualité et de unicité. Donc, notre chemin de nettoyage et de apprentissage est de aussi modifier notre pensée, d'élargir notre pensée du confinement logique et linéaire vers analogique et unicitaire. C'est comme un très bon exemple. Vous prenez le zéro. Vous mettez un zéro par-dessus l'autre zéro. Ça veut dire 0 plus 0 donne 8. Ensuite, vous tournez le 8 horizontal, ça donne infini. Ensuite, vous redressez le infini à la verticale et vous le tournez autour de son axe vertical 90 degrés, ça donne 1. Et tout ça, c'est mathématiquement valide, pas logique, pas linéaire, mais dans la mathématique grégorienne, on peut dire, qui est une mathématique qui nous habilite à contrôler la réalité. Alors, seulement la conscience structurée peut nous amener à penser comme Dieu, c'est-à-dire unicité analogue simultanée. Et à ce moment, on est comme la maman avec son garçon, ils ont la terre à l'intérieur de eux. Et ça, on peut interagir avec la terre quand on nettoie une plage, quand on nettoie une rivière, quand on fait un jardin, etc. Ça, c'est sur le plan matériel. Mais encore plus profond et efficace, c'est une interaction avec la Terre sur le plan fondamental, c'est-à-dire, ou transition, c'est-à-dire, je ressens la Terre à l'intérieur de moi et je matérialise, par exemple, le degré, je normalise la pollution de la Terre, pas seulement ramasser le plastique au bord de la rivière, mais en faisant une pratique où je visualise la rivière, je veux la dépolluer et je prononce le mot terre lentement, normalisation de la terre, comme je vous ai montré avant. Et quand je suis en interaction avec la Terre comme ça, je me rapproche graduellement à ma véritable nature qui est identification, la unicité avec la Terre. Et ça, c'est exactement le but de notre vie. Et quand, sur ce chemin, le plus que je interagis avec la Terre sur le plan de transition, pas seulement sur le plan matériel, s'il vous plaît. Le plus que j'avance sur ce chemin, le plus je prends soin d'elle, la Terre, que de moi. Et là, de plus je fais ça, le plus je vais être capable de comprendre avec toutes mes cellules que je suis la Terre. Et à partir de ce moment-là, tout naturellement et spontané et toujours, nous allons avoir une influence positive sur la Terre continuellement. Comme maintenant, parce qu'on ne pense pas, on pollue. Parce qu'on ne pense pas en consommant,
on pollue, etc., etc. Parce qu'on ne pense pas au manque d'amour de nos institutions sociales. On pollue. C'est comme aussi naturel entre guillemets. Ça se fait tout seul, sans notre conscience, justement. Mais à ce moment où on a intégré la terre à l'intérieur de nous et nous avons cultivé jusqu'à son fleurissement l'unicité l'identité que nous avons, que nous sommes avec la terre, notre influence va être automatiquement par soi et a priori que positif. C'est génial. C'est tout à fait génial parce que on n'a pas besoin de faire quelque chose. Je donne toujours des piquants un peu pour Aviram qu'ils n'entendent pas. Voilà, mes amis. J'espère que vous avez aimé, c'est sûr que vous avez aimé ça, je n'en doute pas. Parce que j'ai reçu vos contributions déjà qui m'ont aidé à multiplier ce mercredi soir si bien. Donc, merci beaucoup de votre collaboration pour élever et illuminer la conscience collective vers un monde qui est tout à fait à la norme. Merci beaucoup. Je vous laisse le microphone pour vos commentaires et questions, si jamais.